vous êtes sûr? Parce qu'il n'y a personne à ce nom dans nos bureaux. Quand la réceptionniste lui répond ça, Hilary reste bloquée quelques secondes. Parce que, comment ça, personne? Elle baisse les yeux vers son téléphone, elle vérifie l'adresse une fois, une deuxième fois. Ah bah non, c'est sûr, elle ne s'est pas trompée. C'est bien ici que son amie lui a demandé de venir la chercher. Alors Hilary insiste, comme on le ferait tous. Elle explique qu'elle cherche une femme d'une trentaine d'années, avec un joli visage un peu rond, de longs cheveux au burn, une personne qu'on ne peut pas vraiment confondre avec quelqu'un d'autre. La femme à l'accueil est un petit peu agacée, mais bon, elle parcourt son registre une nouvelle fois. Et puis, elle secoue la tête. Bah non, toujours personne sous ce nom-là. En revanche, elle a bien une autre femme qui correspond à cette description. Pas le même nom, mais exactement le même profil. Et si Hilary le souhaite, elle peut même aller vérifier par elle-même. Et c'est ce qu'elle fait. Elle traverse les bureaux, elle avance jusqu'à la pièce en question, et là, à sa grande surprise, elle la voit. C'est bien son amie. Sauf que, visiblement, elle n'est pas enregistrée sous son vrai nom. Hilary essaie de détendre un petit peu l'atmosphère. Elle lui dit « Mais ah bah tiens, t'as une identité secrète ?» Mais son amie ne rit pas du tout, bien au contraire. Sur son visage, il y a une expression très étrange. Ce n'est pas juste de la gêne, c'est une peur viscérale. Et là, elle s'affole. Alors, désolée, mais je dois partir. Et c'est ce qu'elle fait, elle part. Quelques jours plus tard, Hilary perd totalement contact avec elle. Plus de messages, plus d'appels, plus rien. Comme si cette femme s'était volatilisée. Il faudra attendre 4 ans pour que la vérité commence enfin à sortir de l'obscurité. Alors je vous préviens, cette histoire est rocambolesque, accrochez-vous bien, faites confiance au processus, ok? Avant de commencer la vidéo, petite parenthèse, parce que je sais qu'une grande partie de vous ici êtes des femmes. Donc on va parler dans ce jeu qui concerne beaucoup d'entre nous, les règles, et plus précisément les culottes menstruelles de chez Mademoiselle Culotte. Je vous en parle comme une copine, ok? Parce que c'est vraiment devenu un réflexe pour moi, surtout la nuit, j'ai plus peur de me réveiller en tachant les draps, en tachant ma culotte, en tachant mon appartement. Les modèles Mademoiselle Culotte, ils ont été pensés pour toutes les situations. Alors avec cette canicule, je voulais d'abord vous présenter le modèle Aurore. C'est un modèle qui est respirant, avec une matière un peu technique, thermorégulatrice. C'est parfait aussi pour les sportives. Pareil pour le modèle Angèle, c'est un autre modèle respirant. Il est sans couture, hyper léger. Et pour l'été, les gars, le maillot de bain menstruel ambre, c'est super pour celles qui n'aiment pas les tampons. Donc oui, maintenant, vous pouvez vous baigner même pendant vos règles. Et enfin, un de mes favoris, toutes saisons confondues, c'est le modèle Aria. Alors il est hyper pratique parce qu'il est détachable avec des agrafes sur les côtés, et ça honnêtement, quand vous êtes dehors dans des toilettes publiques, c'est un détail qui change tout. Ce que j'aime aussi, c'est qu'on est sur des matières très douces, très confortables, qui ne grattent pas, qui ne créent pas de sensation d'inconfort, et selon votre flux, vous pouvez avoir jusqu'à 12 heures de protection. Avant de partir les gars, Mademoiselle Culotte a aussi une application gratuite. Dessus, vous pouvez suivre votre cycle, voir les protections que vous utilisez, avoir des recommandations personnalisées sur le temps de port par exemple, et aussi vous pouvez accéder à plein de conseils bien-être. Les soldes viennent d'être lancés chez Mademoiselle Culotte. Et avec mon code LIVE20, vous avez moins 20% sur tout le site jusqu'à la fin des soldes. C'est le bon moment pour tester avant que toutes les tailles soient sold out. Je vous mets donc le lien en description et le QR code est aussi à l'écran. Merci à Mademoiselle Culotte de sponsoriser cette vidéo. Et maintenant, on retourne à notre histoire. Nous sommes en juin 2020. Cheryl Markowski est assise à son bureau, elle a les yeux fixés sur l'écran de son ordinateur portable et ses doigts tapent hyper vite. Elle n'a même plus besoin de regarder le clavier pour savoir où se trouvent les lettres. Tout est devenu automatique. Alors en même temps, Cheryl a déjà passé des heures et des heures sur ce clavier parce qu'elle est autrice. Et pas juste autrice dans le sens où elle a quelques notes dans son téléphone avec des idées de romans qu'elle écrira peut-être un jour. Pas comme moi quoi. Non. Cheryl, elle, écrit vraiment. D'ailleurs, ses nouvelles ont été publiées dans plusieurs magazines littéraires vraiment reconnus. Ellipsis Zine, New Flash Fiction Review, The Molotov Cocktail et bien d'autres. Elle est aussi critique de théâtre et pour ne rien gâcher, elle a même écrit 2 livres pour Phil Spencer, le présentateur de l'émission britannique Location. Pourquoi ils ont pas juste appelé l'émission Location ? Bref, Cheryl connaît le monde de l'écriture comme sa poche. Écrire pour elle, c'est presque un réflexe. Mais ce jour-là, soudain, il s'arrête. Pas parce qu'elle n'a plus d'inspiration, mais parce qu'elle est captivée par la femme qui apparaît à l'écran juste en face d'elle. Alors il faut savoir qu'en plus de toutes ces activités, Cheryl, c'est littéralement un président, elle dirige en plus un groupe en ligne dédié à l'écriture. C'est une sorte de petit espace où des auteurs de tout niveau viennent parler de leurs textes. Et lors de la réunion Zoom du jour, il y a un visage qui retient particulièrement l'attention. C'est une petite femme d'une trentaine d'années, elle a un visage assez rond, des cheveux au burn, et elle s'appelle
Carrie Jade Williams. Très vite dans le groupe, tout le monde remarque la même chose, Carrie a quelque chose, une sorte de charisme, une voix, une sensibilité. Elle a une manière d'écrire qui accroche immédiatement. Et quelques mois seulement après son arrivée dans ce groupe, elle annonce très fièrement qu'elle a trouvé un agent. Quelques temps plus tard, une de ses nouvelles est achetée par un éditeur. Ses textes impressionnent jusqu'à toucher les bonnes personnes, à tel point que des noms comme HBO, la BBC et même Netflix commencent à s'intéresser à elle. Et quand on lit Carrie, on comprend pourquoi. Elle ne se contente pas d'aligner de jolies phrases. Elle crée des émotions, elle sait faire rire, elle sait faire pleurer, elle sait faire monter un malaise. Elle a ce truc assez rare chez les auteurs, une capacité à vous donner l'impression que vous connaissez un personnage depuis toujours, et ça en quelques lignes. Donc, quand le Financial Times lance son prestigieux prix Bodley Head, Cheryl, elle se dit que Carrie devrait vraiment se lancer. Le principe est simple, en 3500 mots maximum, les candidats doivent raconter une histoire réelle ou bien fictive. À la clé, 1000 livres sterling pour le gagnant et 300 livres pour les 2 finalistes. Mais le vrai prix, ce n'est même pas l'argent, c'est la visibilité, parce que les 3 meilleurs textes sont publiés par le Financial Times. Comme vous pouvez l'imaginer, pour un auteur qui démarre, c'est énorme. C'est le genre de ligne sur un CV qui peut ouvrir des portes, qui peut attirer des agents, qui peut faire dire aux gens « Ah bah ok, là on est face à une personne sérieuse ». Alors forcément, Carrie décide de participer. Sauf qu'il y a un petit problème, elle n'a absolument aucune idée. Elle a le syndrome de la page blanche. Donc elle tourne en rond dans son appartement à essayer de se creuser les méninges, parce que vraiment elle ne sait pas quoi écrire. Et pour ne rien arranger, elle a l'impression que sa vie n'a rien de particulièrement romanesque. Elle vit à Kenmare, c'est une petite ville irlandaise vraiment très jolie, mais où il ne se passe pas grand chose. À Kenmare, il y aurait environ 1932 habitants pour près de 105 000 vaches laitières. Donc si vous cherchez du drama, vous avez plus de chances de tomber sur 2 bovins qui se jugent à travers une barrière que sur une grande intrigue à la Netflix. Le quotidien de Carrie est super monotone. Il est presque trop calme pour écrire une histoire qui marque. Jusqu'au jour où elle reçoit une nouvelle bouleversante. Le jour où on m'a annoncé mon diagnostic, je n'en avais jamais entendu parler. Au fur et à mesure que la nouvelle s'imprégnait en moi, ce n'était pas la mort qui m'effrayait, ni même l'idée de mourir, mais plutôt le sentiment d'être un fardeau, de ne plus servir à rien. Votre test génétique a révélé quelque chose, m'a dit le neurologue. Malheureusement, vous souffrez de la maladie de Huntington. Sur le moment, j'ai été soulagée. Je n'avais jamais entendu parler de cette maladie. Alors j'ai naïvement supposé que ce ne pouvait pas être si grave. Sentant mon optimisme, il l'a rapidement dissipé. Imaginez un mélange de Parkinson, de sclérose latérale amyotropique et d'Alzheimer. Attendez, là le médecin il a dit « C'est bon, elle se la pète trop là, elle rigole trop, c'est pas normal. » Il lui a dit « Tu vas mourir, tu vas avoir toutes les maladies du monde et tu vas crever ma chérie. » Désolée mais je dois rigoler à ce passage-là parce que... What? Bref. Over a year ago now, I got diagnosed with a terminal degenerative neurological illness called Huntington's. Huntington's is basically Parkinson's meets ALS meets Alzheimer's. It had destroyed a large portion of my brain at that point and I was very, very poorly. I was a very poorly girl. L'un des gènes de Carrie est défectueux et à cause de cette anomalie, son corps produit une protéine qui, petit à petit, détruit certaines zones de son cerveau. En d'autres termes, depuis sa naissance, Carrie vit avec une sorte de bombe à retardement dans son ADN. Pendant des années, elle peut vivre normalement, parler normalement, marcher normalement, écrire, rire, tomber amoureuse, faire des projets, et puis un jour, les premiers signes apparaissent. La maladie commence à prendre de la place. Les personnes atteintes de cette maladie perdent le contrôle de leurs mouvements, et la maladie peut aussi s'attaquer à la mémoire, à l'humeur ou bien à la personnalité. Bref, c'est un trouble qui est assez terrible parce qu'il ne vous enlève pas tout d'un coup, il vous grignote morceau par morceau. Carrie a donc été diagnostiquée à 31 ans. Aujourd'hui, elle en a 32. Et puisque les premiers symptômes apparaissent généralement entre 30 et 50 ans, eh bien pour elle, ce n'est pas du tout une menace lointaine. Tout ça fait que très vite, Carrie n'a même plus assez de contrôle sur ses doigts pour taper sur un clavier. Et je vous rappelle que sa passion, son métier, c'est l'écriture. C'est donc à l'aide d'un logiciel de dictée vocale qu'elle écrit le fameux texte qu'elle s'apprête à envoyer au Financial Times. Son titre est « My brain is in war, it will lose ». En français, « Mon cerveau mène une guerre qu'il va perdre ». Ça y est, le texte vient d'être expédié au Financial Times. Le 27 novembre 2020, le Financial Times publie son grand vainqueur. À votre avis, qui a gagné ?
le suspense ne va pas durer très longtemps, c'est Carrie. Les membres du jury ont adoré son texte et maintenant elle fait la une du journal. Juste après ça, elle est finaliste du London Independent Story Prize. L'année qui suit, elle décroche 2 bourses du Conseil des Arts, l'une de 15 000 € et l'autre de 21 250 €. Pour Carrie, toutes ces récompenses sont des preuves que la maladie n'a pas encore réussi à l'effacer. Et surtout, elle refuse que ce trouble reste dans l'ombre. Elle veut en parler. Carrie, good morning to you and thanks for joining us in the program this morning. Good morning. Thank you for having me on. I got diagnosed with a terminal degenerative neurological illness that's called Huntington's disease. It was a pretty dark time in my life. During the process of learning to live with my illness and disability, I decided that I would start writing. Elle intervient dans des radios locales, puis nationales. Son histoire va même traverser les frontières et finir par être relayée dans des médias internationaux. À l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, elle monte sur scène pour lire une nouvelle écrite à l'aide de son assistant vocal. Et pour porter son message encore plus loin, elle se crée un compte sur TikTok. Compte qui atteint rapidement la barre des 18 000 abonnés. Bref, Carrie veut raconter ce que c'est de vivre avec une maladie qui est inscrite dans son propre ADN. Une maladie qu'on n'a pas choisie et qu'on ne peut pas fuir. Et c'est aussi pour ça qu'elle écrit à l'équipe de Documentary on One, une série documentaire produite par la chaîne nationale irlandaise RTE. Dans son email, Carrie raconte l'enfer qu'elle dit traverser au quotidien. To documentaries@rte.ie. Subject, documentary pitch. To whom it may concern, I am emailing as I am a young 32-year-old Irish woman living with a terminal, degenerative, neurological illness that was misdiagnosed due to the fact that I was adopted. Mais selon elle, la maladie n'est pas la seule responsable de sa souffrance. Avant son diagnostic, elle aurait croisé la route d'un psychiatre qui aurait lu son dossier et qui aurait tiré des conclusions beaucoup trop rapides. Aujourd'hui, cet homme serait en prison. Mais pour Carrie, les dégâts qu'il a laissés sont toujours là. Et puis il n'y a pas seulement lui, il y a aussi le système médical irlandais. Dans son message, Carrie dénonce la manière dont elle aurait été traitée alors qu'elle cherchait des neurologues. Les rendez-vous compliqués, l'impression de ne pas être entendue, de devoir se battre pour être prise au sérieux. Mais au milieu de tout ça, Carrie explique qu'il y a aussi une lueur d'espoir. Récemment, une équipe médicale lui aurait proposé de participer à une thérapie expérimentale. Thérapie qui pourrait, selon les médecins, ralentir ou contrecarrer certains effets de la maladie. Et tout serait pris en charge. Le voyage jusqu'à Los Angeles, l'hébergement, les soins, absolument tout. Pour Carrie, ce n'est pas seulement une chance personnelle, mais c'est peut-être aussi un moment important pour la médecine. Alors elle propose à cette fameuse émission documentaire de l'accompagner dans cette aventure. Elle envoie cet email et puis elle attend. Mais ce que Carrie ignore, c'est que ce message ne va pas seulement attirer l'attention d'une équipe de documentaristes. Il va enclencher une réaction en chaîne. En 2020, Carrie est une jeune femme de 31 ans complètement bouleversée par un diagnostic médical. En 2021, elle devient une autrice primée, une voix qui commence à compter, et surtout une activiste. C'est fou de voir à quel point une vie peut changer en 12 mois. Mais malgré les prix, malgré les articles, malgré les interviews, il y a une réalité beaucoup plus terre à terre, l'écriture ne paie pas encore ses factures. Donc pour arrondir ses fins de mois, Carrie va parfois sous-louer son appartement sur Airbnb. Un jour, elle reçoit un couple, et à première vue, on est vraiment sur monsieur et madame parfait. Ils sont hyper polis, hyper bien habillés, hyper souriants. Quand Carrie leur ouvre la porte, il lui adresse un super grand sourire. Mais ce sourire disparaît presque immédiatement quand leur regard tombe sur ses équipements médicaux. Pour eux, c'est trop. Eux, ils pensaient venir passer un séjour charmant à Kenmare, et maintenant, ça, un appartement plein d'objets médicaux? Et puis ils insistent en plus. Ils commencent à bombarder Carrie de questions, des questions très intrusives. Est-ce que ça vous fait mal? Quand est-ce que vous avez compris que vous alliez mourir? Mais ce qui les intéresse vraiment, ce n'est même pas son histoire. C'est de savoir si cette maladie est contagieuse. Est-ce qu'il existe ne serait-ce qu'une micro-possibilité que Carrie leur transmette son handicap? Sauf que la maladie de Huntington, elle est génétique, donc non, on ne l'attrape pas comme un rhume. Mais le couple ne veut rien entendre. Il reste à peine 3 minutes avant de partir énervé. Pour Carrie, c'est profondément humiliant. Elle va se plaindre à Airbnb, mais à sa grande surprise, la plateforme ne prend pas son parti. Donc Carrie fait ce que beaucoup de gens font aujourd'hui, elle se tourne vers TikTok. Elle raconte son histoire dans une série de vidéos qui explose. I know, yeah, these guests are suing for it's a life-changing sum of money. They are so emotionally traumatized and triggered by being forced to be around me. They are seeking a huge amount of compensation. Après leur départ, le couple aurait décidé d'attaquer Carrie en justice. Ils réclament 450 000 livres sterling. Leur argument, c'est qu'ils auraient été traumatisés
refusé de découvrir que leur hôte était en situation de handicap. Sous ces vidéos, Carrie reçoit plein de témoignages similaires aux siens. Et très vite, la colère de Carrie dépasse son propre compte TikTok. And some guests came into her house and they are now suing her for £450,000. Anyway, this lady's got a petition. Run to this lady's page. She absolutely needs it. Go to her page, interact with all of her videos. D'autres activistes relaient son histoire, les internautes sont énervés, et l'affaire finit même par être reprise par des médias. Airbnb, de son côté, ne réagit pas. Mais les internautes n'en démordent pas. Des tas de détectives en herbe commencent à éplucher les registres. Et très vite, ils mettent le doigt sur quelque chose. Le couple aurait attaqué Carrie en justice en disant avoir été traumatisé par la vue de son matériel médical. Quand on y réfléchit, c'est pas du tout logique. En Irlande, et partout dans le monde, on ne peut pas porter plainte contre une personne juste parce qu'elle est handicapée. C'est pas possible. Pour que le couple puisse l'attaquer en justice, il aurait fallu qu'ils prouvent que Carrie a provoqué un traumatisme chez eux. Donc leur histoire ne tient pas debout. D'ailleurs, étrangement, aucun tribunal n'a de traces de cette plainte. De son côté, sur TikTok, Carrie, elle ne poste aucun document officiel. Elle continue simplement à s'indigner de cette histoire, et l'algorithme, lui, va continuer à pousser son contenu à toujours plus de monde. C'est ainsi qu'un jour, l'une de ses vidéos est montrée à une femme. Et cette femme sursaute immédiatement. Parce que ce visage, celui de Carrie, elle le connaît. Elle le connaît même trop bien. En septembre 2014, la famille de Bonnie s'agrandit. Alors 2 précisions avant qu'on continue. 1. Bonnie est un alias, ce n'est pas son vrai nom. 2. Non, elle n'a pas un nouvel enfant. C'est un autre type d'arrivée dans la maison. Bonnie vient de recruter une jeune fille au père. En fait, cette mère de famille est arrivée à un point où elle a vraiment besoin d'aide. Elle adore ses enfants, évidemment, mais aimer ses enfants ne veut pas dire qu'on peut tout porter seul tout le temps. Et je pense que beaucoup de parents voient très bien ce que je veux dire. C'est là que Lucy Hart entre dans sa vie. Bonnie et son mari l'ont trouvée sur un site qui s'appelle Great Au Pairs, une plateforme qui met en relation des familles avec des nounous. Et dès l'entretien, c'est presque un coup de foudre professionnel. Lucy a tout de la jeune fille au père idéale. Elle a un joli visage rond, de longs cheveux au burn, une voix toute douce et surtout une manière de parler qui met immédiatement en confiance. Elle est charmante, elle est polie, elle est attentive. C'est le genre de personne qu'on s'imagine assise par terre à jouer avec ses enfants. Donc Bonnie et son mari sont conquis, ils l'engagent et au début, vraiment, tout se passe super bien. Lucy dépasse même leurs attentes. Elle s'occupe bien des enfants, elle est présente, elle est investie. Plus les semaines passent, plus Bonnie se dit « mais purée, j'ai trouvé la perle rare, quel plaisir !» Mais en même temps que ça, plus les semaines passent, plus Lucy commence à raconter des choses un petit peu étranges. Par exemple, elle dit avoir travaillé comme fille au père à Dubaï, et là-bas, elle se serait occupée d'un petit garçon gravement autiste. Parfois, pour l'apaiser, elle s'asseyait avec lui dans une sorte d'immense plateau rempli de haricots blancs. Alors oui, on le sait, Dubaï a une réputation d'extravagance, on a tous déjà vu passer des vidéos de gens qui commandent des desserts avec plein de feuilles d'or, mais là quand même, l'histoire du grand plateau de haricots blancs, moi je trouve que c'est un peu particulier. Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, parce que Lucy ne raconte pas une seule histoire bizarre, elle en raconte plusieurs, des dizaines, et ça, toujours avec beaucoup d'assurance en plus. Toujours avec ce petit truc qui donne envie d'y croire. Néanmoins, au bout de quelques mois, Bonnie finit par la confronter. Elle lui dit franchement qu'elle a vraiment du mal à croire certaines de ses histoires. Et ça, Lucy le prend super mal. Elle accuse Bonnie de l'attaquer injustement, de la juger, de mettre en doute sa parole. Finalement, est-ce que ce n'est pas une réaction de coupable ça ? Peu de temps après, la fille au père quitte le domicile familial. Quelques jours plus tard, Bonnie fait le ménage dans la chambre de son ancienne nounou, et là, au fond d'un placard, elle tombe sur des notes manuscrites. We're going to have to clear her room. And we started pulling out things out the wardrobe, and then there was a little index card notebook. And I just started to read. In one of her lines, she puts, I stand shoulder to shoulder with the coroner that I did not murder my daughter. And I just went, who have we had looking after our children? Là, Bonnie s'arrête parce que Lucy ne leur a jamais dit ça. Elle ne leur a jamais dit qu'à seulement 20 ans, elle avait déjà eu une petite fille qui en plus était décédée. En fait, Lucy aurait eu un enfant avec un homme qui aurait par la suite disparu. Seule avec ce bébé, sans ressources, elle ne savait pas vraiment comment faire.
Et donc elle avait décidé de confier sa fille à l'adoption. Mais le jour même où les services sociaux devaient venir récupérer le bébé, eh bien, il est mort. Là, on va se le dire clairement, c'est super suspect. C'est en tout cas ce que pense la police. Mais le médecin légiste finit par trancher, mort subite du nourrisson, donc Lucy n'a pas tué son enfant. Sur ce point-là, elle disait donc la vérité, mais ça ne change rien pour Bonnie parce que elle est choquée. Elle ne savait rien de tout ça quand elle l'a accueillie chez elle. Et même en lisant ses petites notes dans le placard, elle n'a encore qu'un aperçu très très flou de la personne qui a vécu chez elle pendant plusieurs mois. La mère de famille réalise une chose glaçante, elle n'a jamais fait de vérification de son identité, elle n'a jamais vu son passeport. En réalité, elle ne sait absolument pas qui elle a fait entrer dans sa maison. Et ce n'est pas un détail, parce que si Lucy Hart a soigneusement évité de montrer certains documents, si elle a gardé des zones d'ombre autour de son passé, ce n'est pas dû au hasard. Une simple recherche Google aurait suffi à faire apparaître une autre version d'elle. Une version qu'aucune famille n'aurait voulu engager comme fille au père. En 2011, une nouvelle page apparaît sur Facebook. À première vue, elle ressemble à n'importe quel profil, Une photo de profil avec une jeune femme au visage rond et de longs cheveux auburn. Un nom, Claudia Bronwyn. Et franchement, si vous tombez sur ce profil sans contexte, vous ne vous dites pas « Ah bah tiens, je suis peut-être en train de regarder l'identité fictive d'une future arnaqueuse ». Vous voyez juste une jeune femme qui a l'air très gentille. Sauf que Claudia Bronwyn n'est pas sur Facebook pour partager des photos de vacances. Elle est là pour proposer quelque chose de beaucoup plus intime. Elle dit vouloir aider un couple à fonder une famille en devenant mère porteuse. Et justement, un couple va finir par croiser sa route. Très vite, ils accrochent. It was fantastic. It was almost like being on cloud nine. You won the lottery. You were finally going to get that family that you really, really wanted. Claudia semble être la personne idéale. Elle est chaleureuse, elle est super douce, elle est très disponible et surtout, elle leur dit qu'elle a déjà été mère porteuse. Pour le couple, ce point est vraiment essentiel parce que porter un enfant pour quelqu'un d'autre, c'est pas une simple formalité. Il y a 9 mois de sensations, de rendez-vous médicaux, de projections, de liens qui peuvent se créer malgré soi. Donc le couple veut quelqu'un qui connaît déjà ce processus. Quelqu'un qui sait dans quoi il s'engage. Quelqu'un qui ne risque pas de reculer au dernier moment. Heureusement, Claudia coche toutes ces cases. Après plusieurs échanges, le couple décide de lui faire confiance. Il lui verse une partie de ses honoraires et puis de l'argent pour ses frais médicaux. Donc la procédure commence. Sauf que très vite, Claudia enchaîne les problèmes. Elle manque des rendez-vous, elle ne se présente pas aux séances d'insémination, elle tombe malade, elle a toujours une urgence, toujours un contretemps, et surtout, toujours besoin d'un peu plus d'argent. Au début, le couple la croit parce que, évidemment, la vie arrive. Les imprévus existent, mais surtout, ils sont déjà émotionnellement investis dans ce projet. Ils n'ont pas envie de penser que la personne en face est en train de les manipuler. When I asked her if she could produce the contract to then either email it if it was easier, I would come down to hers. She then started threatening, saying that we were not allowed to go down to her area. I was thinking, no, this is just wrong. My husband had then rang the police. It just literally all came crashing down. Le couple réalise qu'il lui a déjà remis plus de 1200 livres sterling. Et là, ils comprennent que Claudia ne les aide pas à fonder une famille, elle les vole. Alors ils se rendent au commissariat, persuadés d'avoir assez d'éléments pour la faire arrêter. Mais très vite, l'histoire devient encore plus inquiétante. La fameuse référence de son ancien client, elle a été inventée. Son adresse, elle est fausse. Son CV, il est faux lui aussi. Sans parler de son nom, Bah ouais, la police est catégorique, il n'existe aucune Claudia Bronwyn dans leur base de données. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont aucune piste. Les enquêteurs remontent sa trace et ils finissent par retrouver la femme qui se cachait derrière ce profil Facebook. Elle est arrêtée, condamnée à rembourser le couple et à leur verser 1800 livres de dédommagement. En plus de ça, elle écope de 9 mois de prison avec sursis. 3 ans plus tard, Claudia Bronwyn réapparaît sous un autre nom, Lucy Hart, la fameuse fille au père engagée par Bonnie. À peine une version d'elle disparaît qu'une autre prend sa place. En 2016, Dublin accueille une nouvelle thérapeute, elle s'appelle Lucy Fitzwilliams. En tout cas, c'est le nom qu'elle donne. Elle explique à son chauffeur qu'elle est thérapeute, mais surtout qu'elle est spécialisée dans l'accompagnement des enfants autistes. Et comme si ce n'était pas déjà assez admirable, elle ajoute qu'en parallèle, elle essaie aussi d'ouvrir un refuge pour les femmes victimes de violences domestiques. Lucy a vraiment toute la bonne personne. Le taxi finit par la déposer devant un immeuble. Quelques secondes plus tard, une femme lui ouvre la porte, elle s'appelle Hilary. Est-ce que Hilary vous dit quelque chose? Ouais. Vous comprenez où on...
On retourne au début là. Hilary attend cette visite avec beaucoup d'espoir. Son fils est autiste et comme beaucoup de parents dans cette situation, elle se heurte à un système médical extrêmement saturé. Elle doit parfois attendre des mois pour obtenir un rendez-vous avec un spécialiste. Sauf que quand votre enfant a besoin d'aide maintenant, attendre des années, ce n'est pas du tout une option. Donc, quand une amie lui parle d'une thérapeute exceptionnelle, une femme qui suit sa fille aînée depuis quelques années déjà, Hilary saute sur l'occasion. Elle appelle Lucy et Lucy est disponible rapidement, comme par hasard. Elle est très chaleureuse et surtout elle est beaucoup moins chère que les autres, ok ? 100 € de l'heure. Alors que pour ce type de thérapie spécialisée, les prix tournent plutôt autour de 200 à 250 €. Et attention, Lucy ne s'arrête pas là. La première session, qui est entièrement gratuite, dure 6 heures. À la fin, Lucy est complètement épuisée, mais Hilary, elle, est conquise. Elle a l'impression d'avoir trouvé quelqu'un qui comprend vraiment son fils. Et à partir de là, Lucy commence à travailler avec son fils 1 heure par semaine. Très vite, la relation dépasse le simple cadre professionnel. Les deux femmes deviennent très proches, on pourrait même dire qu'elles sont amies. Donc, quand Lucy lui parle de son refuge pour femmes victimes de violences domestiques, Hilary n'hésite vraiment pas. Elle veut l'aider, alors elle active son réseau. Elle collecte des vêtements, des poussettes, des chaises pour bébés, bref, c'est une super amie. En juin 2016, quand Lucy lui présente un nouveau projet, Hilary est encore une fois partante. En fait, Lucy aimerait organiser un voyage en Laponie pour des familles dans le besoin. La Laponie, c'est le pays du Père Noël, c'est vraiment une destination magique, mais ça coûte aussi très cher. Selon Lucy, son église a déjà accepté de subventionner 50% des frais. Donc les familles n'auront qu'à payer l'autre moitié. Pour Hilary, c'est une opportunité incroyable. Elle est mère célibataire, elle ne roule pas sur l'or, et là, pour 500 €, elle pourrait offrir à son fils un voyage de Noël inoubliable. Alors elle économise, elle paie et surtout elle en parle autour d'elle, parce que quand on croit tenir un bon plan, forcément, on veut en faire profiter les autres. Très vite, ce projet prend beaucoup d'ampleur. Il y a assez de familles intéressées pour remplir 3 avions. En tout, environ 10 000 € sont collectés. Et c'est là que les premiers doutes commencent. Parce que personne ne reçoit de billets d'avion. Personne ne reçoit de réservation d'hôtel. Personne ne reçoit la moindre preuve concrète que ce voyage existe vraiment. À chaque fois, Lucy a une explication. Un problème logistique, un retard, trop de familles à gérer. Toujours une excuse. Et petit à petit, Hilary commence à sentir que quelque chose ne va pas. Elle ne veut pas y croire parce que Lucy, ce n'est pas une inconnue croisée sur internet, c'est son amie. Mais le doute est là. Puis un jour, Hilary passe récupérer Lucy pour l'accompagner à un rendez-vous. Et là, à l'accueil, une réceptionniste appelle son amie par un autre nom. Hilary est super surprise, hein ? Elle trouve presque ça drôle. Mais Lucy, elle, ne rit pas du tout. Elle panique et s'enfuit. De retour chez elle, Hilary essaie encore de se raisonner. Mais son instinct lui dit que quelque chose cloche. Il y a anguille sous roche. Alors elle commence à fouiller, et ce qu'elle découvre va lui glacer le sang. Lucy Fitzwilliams n'est pas du tout inscrite auprès du Health and Care Professionals Council. Autrement dit, elle n'est pas du tout habilitée à exercer. Depuis tout ce temps, une femme dont Hilary ne connaissait même pas la vraie identité travaillait toute seule avec son enfant autiste. Le truc, c'est que Lucy savait exactement comment jouer son rôle. Elle avait étudié à l'université de York pour devenir thérapeute. Bon, elle n'avait jamais terminé son cursus, mais elle avait passé suffisamment de temps dans ce milieu pour en apprendre absolument tous les codes. Et c'est ce savoir-là qu'elle a utilisé pour tromper Hilary, mais aussi d'autres familles de Dublin. Les parents portent plainte, mais ils ne reverront jamais leur argent. Heureusement, la fausse thérapeute ne revient pas. À la place, elle renaît de ses cendres sous une autre forme. 2019, toujours en Irlande, une jeune femme débarque dans une petite ville. C'est le même visage. Celui de Lucy Hart, celui de Claudia Bronwyn, celui de Lucy Fitzwilliams. Cette fois, elle se fait passer pour une pédopsychologue et elle disparaît après avoir délesté un père de famille de 840 €. Pour ce méfait, elle sera condamnée à 14 semaines de prison avec sursis. Une fois libre, elle disparaît des parages. 2 ans plus tard, en 2021, le même visage revient sur le devant de la scène. Cette fois, c'est celui de Carrie, cette femme forte qui se bat contre la maladie de Huntington. Une auteure récompensée, une activiste engagée qui a été scammée par un couple sur Airbnb. En mai 2021, Carrie Jane Williams devient virale sur TikTok. Mais ce n'est pas assez. D'autres créateurs de contenu partagent son histoire, ce n'est pas assez. Des journaux écrits parlent de son drame,
mais il en faut encore plus. Alors Carrie décide de contacter Vice. Si vous ne connaissez pas Vice, c'est sans conteste l'un des meilleurs journaux d'investigation qui soit. Quand Vice prend position sur un cas, les choses bougent presque immédiatement. Au départ, le journaliste de Vice ignore ses emails, mais Carrie insiste. Alors il se dit que, pourquoi pas, il va creuser un petit peu. Il appelle Airbnb pour savoir si une loueuse du nom de Carrie Jade Williams s'est plainte, et là, c'est un non, il n'y a pas de plainte. Et en plus, ils n'ont pas de loueuse de ce nom. Alors il continue à fouiller. Et pendant ce temps-là, une nouvelle publication apparaît sur Reddit. Le titre, « L'histoire d'Airbnb est un canular perpétré par un escroc récidiviste ». Preuve à l'appui. La publication comprend 2 liens. Le premier redirige vers un article datant de 2011. On y apprend qu'une femme, utilisant le pseudo Claudia Bronwyn, a arnaqué un couple cherchant une mère porteuse. Le second lien renvoie vers un site de la BBC. Le 14 novembre 2005, quelqu'un y a posté une vidéo personnelle montrant ce que c'est vraiment que de souffrir de phobie. Le visage est le même que celui de Lucy Hart, de Claudia Bronwyn, de Lucy Fitzwilliams et maintenant de Carrie Jade Williams. Le nom, lui, est le même que celui utilisé par les tribunaux ayant arrêté la fausse mère porteuse. Samantha Cooks. Lucy, Claudia, Carrie, elles n'ont jamais existé. Il n'y a jamais eu qu'une seule femme derrière toutes ces histoires, et son nom est Samantha Cooks. Le jour même, Carrie supprime son compte TikTok. 48 heures après, elle poste un long message sur son site personnel. En résumé, elle aurait un double maléfique, une sœur jumelle qui souffrirait de graves problèmes mentaux... Bref. Bien sûr, c'est complètement faux. La vérité, c'est qu'elle est Samantha Cooks et que depuis plus de 10 ans, elle se crée des identités fictives pour manipuler et arnaquer de pauvres innocents. Samantha a utilisé plus d'une dizaine d'alias, et même quand elle devient célèbre en tant que Carrie, elle continue de voler. Elle crée de fausses compétitions d'écriture payantes, elle pousse ses amis à démissionner en leur disant qu'elle leur a trouvé de meilleurs emplois, et croyez-le ou non, la liste de ses méfaits est bien plus longue. Elle sera exposée en 4 cas dans un article de Vice. Samantha voulait apparaître dans le journal d'investigation, et bien c'est chose faite. Mais contrairement à ce qu'elle croyait, elle n'apprécie pas du tout cette popularité. Elle va quitter son appartement au beau milieu de la nuit. Et en partant, elle a emporté une partie des meubles, en plus de laisser 4 500 € de loyer impayé à son propriétaire. Il portera plainte et Samantha sera reconnue coupable de vol. Mais elle ne fera pas de prison ferme et elle ne paiera pas réellement pour ses crimes. Pour ça, il faudra attendre encore 3 longues années. Le 12 juillet 2024, Samantha est arrêtée devant un bureau de poste. Depuis 6 mois, elle travaillait comme fille au père sous une fausse identité. Mais ce n'est pas pour ça que la police vient la chercher, ni pour l'histoire de Bonnie, ni pour l'arnaque à la mère porteuse, ni pour les familles de Dublin. Non. En 2020, Samantha convainc un médecin généraliste qu'elle souffre de la maladie de Huntington. Et sur la base de ce qu'elle lui raconte, le médecin remplit un formulaire médical. Ce simple document devient sa porte d'entrée vers les allocations d'invalidité du ministère de la Protection sociale. À plusieurs reprises, les fonctionnaires lui demandent d'autres justificatifs, des examens, quelque chose qui confirmerait réellement son diagnostic. Mais à chaque fois, Samantha s'agace. Elle retourne la situation contre eux, elle estime que c'est de la discrimination. Puis en 2021, le Covid ralentit les administrations. Les dossiers s'empilent, les vérifications prennent du retard, et Samantha passe entre les mailles du filet. Mais quand les choses reviennent peu à peu à la normale, son dossier finit par être réexaminé. Et là, les fonctionnaires réalisent quelque chose d'énorme. Samantha ne s'est jamais présentée aux rendez-vous médicaux demandés. Elle n'a jamais passé les examens nécessaires. Et surtout, elle n'a jamais réalisé de test génétique prouvant qu'elle était réellement atteinte de cette maladie. Mais pourtant, entre le 28 février 2020 et le 12 juin 2024, Samantha a empoché 60 334,55 €. Pour la police, cette fois, ça en est beaucoup trop. Bah oui, s'attaquer à des gens, c'est pas trop grave, mais s'attaquer à l'État et à l'argent de l'État... Samantha Cooks est arrêtée, elle est menottée, et puis elle est placée en cellule. En mars 2025, elle est condamnée à 4 ans de prison, dont 1 avec sursis. Aujourd'hui, elle purge sa peine dans une prison de Limerick en Irlande, et je crains le jour où elle sortira. Cette histoire est vraiment vertigineuse. Et au fond, Samantha n'est qu'une personne, une seule. Combien d'autres Samantha existent-ils dans la nature en ce moment même? Et surtout, combien sont encore libres? Non pas parce qu'ils sont introuvables, mais parce que personne autour d'eux n'a encore pensé à vérifier qui ils étaient vraiment. Avez-vous déjà rencontré des arnaqueurs en série, des personnes qui s'inventaient des vies incroyables? Je serais vraiment ravie de lire vos témoignages en commentaire. En tout cas, faites attention à vous, faites attention aux gens qui vous entourent. Si vous avez un doute, une petite recherche sur internet. Comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir, n'est-ce pas?
En attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. Petit rappel avant de vous laisser, si vous voulez tester des culottes menstruelles Mademoiselle Culotte, le lien est dans la description. Vous pouvez aussi utiliser mon code LIVE20 pour avoir moins 20% sur tout le site pendant les soldes. Alors pour moi, c'est vraiment devenu un réflexe confort, sécurité. Et si vous cherchez une alternative plus douce, plus pratique, ou même si vous cherchez un maillot de bain menstruel pour l'été, allez jeter un œil au site.